Donc voilà, ça va être une grande première pour tout le monde. Donc tout d'abord, je tiens à remercier les responsables de la Ligue d'entraide islamique pour ce colloque qui aborde une question, ma foi, qui est fondamentale pour la présence des musulmans ici en Europe, de façon générale et de façon plus spécifique ici en Belgique. Donc je n'ai pas de diplôme de journaliste, je n'ai pas de grade, on a fait appel à moi en disant qu'il fallait notamment pousser les jeunes, et donc j'ai accepté bien volontiers de partager avec vous une réflexion qui est une réflexion personnelle et qui se base sur mes observations ou des actions que j'ai pu mener. Donc voilà, sans plus tarder, on peut commencer. Donc l'islam et les musulmans à travers le discours médiatique analysent des relations et des perceptions. Donc mon discours aura lieu en 3 temps, préambule, le discours des médias sur l'islam et les musulmans, et alors j'ai voulu renverser la question également, le discours médiatique des musulmans, et alors enfin des conclusions. Premièrement, en préambule, donc voilà, prise de parole en tant qu'acteur associatif, pour un intérêt sur la question des médias depuis plusieurs années. Et alors, j'ai tenté de prendre un maximum de coupures de presse, de photos, pour essayer d'imager mon propos. Donc, le discours des médias sur l'islam et les musulmans. Premièrement, vous avez dû avoir l'habitude de regarder le petit écran et de voir ces images dont on ne sait pas trop d'où elles viennent, est-ce qu'elles ont été vérifiées, certifiées, quelle est la source. Et j'ai voulu prendre cette photo-là parce qu'on voit le visage, mais si on clique un peu plus loin, on va voir qu'il y a ce qu'on voit à la télé et puis il y a ce qu'on ne voit pas à la télé. Et ça, c'est vraiment toute la difficulté au niveau du discours médiatique vis-à-vis des musulmans, c'est quelle est la partie de ce qu'on nous montre et comment pouvons-nous interpréter la réalité sur base de ce qu'on ne nous montre pas. Et donc, cette photo montre 2 choses. La première, c'est que le visage bien souriant qu'on voit à l'écran n'est pas nécessairement le même sourire que l'on a quand on voit la réalité qu'il y a en dessous. Et si on peut continuer, j'ai voulu imager ça de façon très claire suite à des événements de janvier 2009. On nous montrait à la télévision une personne qui nous tenait un discours alors qu'on savait très bien que la réalité en dessous était totalement différente. Donc ce que je voulais mettre en évidence par cela, c'est que la télévision, c'est une lorgnière à travers laquelle on nous montre la réalité, mais évidemment, toute la réalité n'apparaît pas sur l'écran de télévision. Donc deuxième élément que je voulais mettre en évidence, donc la nécessité d'avoir une image suffisamment représentative de la réalité, et donc là c'est vraiment le choix des photos. Et alors, au-delà des photos, le commentaire, inscrire le fait dans sa perspective historique de façon à mieux le comprendre. Donc voilà les 2 premiers éléments que je voulais mettre en évidence. Si on poursuit sur le discours médiatique sur l'islam et les musulmans, eh bien la première question que le journaliste se pose quand il va rencontrer les musulmans, c'est, on peut avancer, c'est qui parle au nom de qui, on peut avancer. Donc, qui, pour combien de personnes, et qui représente qui. Donc la grosse difficulté du journaliste quand il approche les communautés musulmanes, c'est véritablement de savoir la représentativité réelle ou supposée des personnes qui vont prendre la parole. Il est extrêmement difficile de donner la parole à une personne qui ne représenterait qu'elle-même et de lui donner un écho médiatique. Donc la première difficulté, c'est de savoir qui prend la parole et qui représente qui. En Belgique, évidemment, on a souvent le réflexe de se retourner vers l'exécutif des musulmans de Belgique, mais je pense que l'exécutif des musulmans de Belgique n'a pas de pouvoir de prise de parole au nom de la communauté, il n'a pas de pouvoir moralisateur en tant que tel, et qu'il est cantonné au temporel du culte, ce qui est déjà un travail non négligeable. Deuxièmement, quand on va voir les associations musulmanes, des penseurs, des intellectuels, des représentants de mosquées, on se rend compte encore une fois qu'ils ne représentent que la congrégation pour laquelle ils ont été élus ou qu'ils représentent. Donc la difficulté, quand on veut parler de l'islam ou des musulmans, c'est de savoir qui a le droit de pouvoir parler au nom de l'islam et des musulmans. On poursuit alors, et là on se rend compte que si l'islam est une religion, les musulmans forment des communautés.
Et donc, qui dit des communautés dit une réalité beaucoup plus complexe qu'il faut prendre en compte, savoir traduire dans le discours médiatique. Et là, on voit que les médias ont une vraie difficulté à pouvoir traduire ce discours complexe. Et donc, pour essayer de le rendre compréhensible par les personnes, ils vont se mettre à le simplifier. Le simplifier, en soi, c'est pas mauvais, mais si on simplifie à outrance, on va finir par trahir le discours médiatique lui-même. Et pour arriver, c'est mon deuxième point, à une représentation binaire. Une représentation binaire, donc le langage binaire en informatique, 0, A. On a d'une part les bons et d'autre part les méchants. Et ça, on le sent vraiment dans le discours médiatique, c'est qu'on a de fait un travail médiatique qui porte une appréciation sur ceux qui prennent la parole et qui va opérer ce que j'appelle un cachet de validation pour nous dire si nous devons avoir à son égard une désapprobation profonde ou alors un grand élan de sympathie. Donc je vous ai mis sur le slide suivant toute une série de photos. Celle du milieu date de très longtemps quand même, la guerre du Golfe. Et donc là, on voit directement le Daily Mirror, dans la guerre du Golfe, nous le présente vraiment comme une histoire. C'est comme ça que je l'ai vu. On a les héros qui sont au-dessus et le méchant qui se trouve en dessous. Et donc, quand on a une difficulté de traduire la complexité de la réalité liée à l'islam et aux musulmans, eh bien, on va essayer de simplifier, de mettre ça dans une histoire, de raconter les éléments et de mettre un peu les personnes dans des rôles bien précis. Donc on a toute une série d'intervenants, j'en ai mis quelques-uns, donc Abdel-Nour Bidar, Shador Javan qu'on a vu sur la question du voile, Malek Chebel, et alors il y avait un livre que j'avais vu qui s'appelait « Musulmane mais libre », et donc j'ai voulu mettre ça parce que le « mais » m'a beaucoup interpellé, « Musulmane mais libre », donc heureusement qu'on nous le rappelle parce qu'on l'avait oublié. Si on continue, on se rend compte que dans les personnes qui vont prendre la parole, on va distinguer, on va commencer à mettre deux camps, et que dans les deux camps, on va voir ceux qui sont les mauvais, les islamistes, ceux qui sont rusés, et à côté de cela, on peut continuer à pousser, et à côté de cela, ceux pour qui représentent le courant moderniste contemporain de l'islam, et pour qui on va donner une couverture non négligeable. Et alors, si on continue encore à pousser, il y a des personnes qui sont un peu entre deux. Donc la personne du commandant Massoud, par exemple, dont on sait qu'il était pour la libération de l'Afghanistan, et donc là on le soutenait bien évidemment, mais à côté de cela, il se référait tout à fait à l'orthodoxie musulmane. Et alors, si on continue, d'autres éléments, ce sont justement après les attentats de Londres, des personnes, des jeunes, qu'on disait sans histoire, donc a priori, il convenait, et on se rend compte que ce sont les personnes qui ont commis ces actes-là. Si on continue, et donc là, dans la perception de l'image médiatique de l'islam, on peut continuer, on arrive à un élément qui est non négligeable. J'aurais pas pu ne pas parler de cela en parlant de la représentation des médias, dans les médias de l'islam et des musulmans, c'est évidemment le 11 septembre 2001. Et donc la question, c'est est-ce que le 11 septembre est le point de départ sur cette perception ou sur cette image négative sur la religion musulmane et les musulmans, ou alors c'est le deuxième point, la réactivation d'une image qui était déjà dégradée, négative, et donc on est venu simplement raviver quelque chose qui était déjà présent dans la tête du plus grand nombre. Et alors, sur base de cela, on a eu tout doucement cette association qui est apparue, à savoir que l'islam était la menace contemporaine. Certains disaient que le nouveau fascisme vert, et donc il fallait donc s'en méfier. Donc, pour mettre en évidence cette réactivation d'une image déjà dégradée, j'ai mis 3 photos. Donc, évidemment, la révolution iranienne, ce qui s'est passé en Algérie, ou encore les faits en Afghanistan. Et donc, on voit que tout cela est rassemblé et vient alimenter cette image négative sur les musulmans et l'islam. On peut poursuivre. Et donc j'ai une photo ici qui vient du vif, qui porte sur le fanatisme, et donc là aussi il manquait plus que ça, on n'avait pas vu suffisamment de sang. Et donc je l'ai mis cette photo-là parce qu'en fait elle ne relève pas du courant majoritaire de l'islam et des musulmans, ce sont des pratiques qui se font chez les chiites, mais néanmoins il porte tout le discours et tout ce que les gens comprennent de la religion musulmane, à savoir une religion
liées à la barbarie, à l'effusion de sang, etc. Donc on représente en gros l'islam par une de ces franges. Au niveau de cette réactivation d'une image négative, il y a eu bien évidemment la colonisation. Donc l'islam a été un moteur pour lutter contre la colonisation et pour les civilisateurs, l'islam est un frein pour amener les populations musulmanes vers la civilisation. Et donc on a des photos d'époque qui établissent directement le rapport de force et qui montrent qu'on veut les aider, mais qu'en fait ils ne comprennent pas qu'on veut les aider. Donc si on met ça en évidence avec des discours d'aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment en plein dedans. Si on poursuit, la réflexion que j'ai eue, c'est mais qu'en est-il des autres communautés qui ont subi la colonisation? Et donc on voit là un monsieur africain avec ce discours, il y a bon, et si on constate, il y avait exactement le même réflexe, le fait de pouvoir modifier la perception que les colonisés avaient d'eux-mêmes en leur faisant comprendre qu'on ne voulait que leur bien après tout et qu'ils devaient se laisser faire. Et donc là, évidemment, si on continue, l'invasion noire, donc là, elle n'était pas arabe, mais noire, était déjà mise en avant par les personnes. Et donc, il fallait se méfier de ces personnes qu'on voulait aider, mais qui demain, par le simple fait de leur nombre, pourraient se retourner contre nous. Donc, un autre élément dans la colonisation qui a tout doucement fait percoler cette idée de la menace, c'est évidemment les communistes. Donc, on avait parlé du fascisme, et donc, dans cette image d'époque, on voit aux colonies, les communistes travaillent à poignarder la France. Et j'ai mis cette photo-là parce qu'on voit que la personne arabe, là-dedans, n'est pas acteur de l'événement. Il est celui qui subit l'action. Et donc, il est celui par qui la menace va arriver et que lui-même ne prend pas vraiment en compte le cheval de Troie qu'il constitue. Parce qu'il est manipulé, il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Et cette idée de la menace est en cours d'actualité, ici même en Europe, mais on voit qu'elle va puiser dans quelque chose qui remonte à plus longtemps. Et donc j'ai été voir dans des magazines, donc Histoire, magazine, et dont là on parlait déjà de ce fameux réveil de l'islam, duquel il fallait se méfier. Évidemment, il fallait le personnaliser, et donc là c'était en la personne de Kadhafi, et on voyait ces personnes sur les chevaux prêts à nous envahir. Donc on voit que tout cet imaginaire collectif vient nourrir quelque chose qui a été relancé par les attentats du 11 septembre, d'une certaine façon. Et on ne peut pas rentrer en dialogue avec l'autre personne si on n'a pas à l'esprit cette succession d'images qui sont venues alimenter un imaginaire et qui rendent véritablement difficile le dialogue. Donc évidemment, il y a des exceptions, donc je me devais de les mettre. Et donc quand il s'agissait de défendre l'Empire, là, bien évidemment, il fallait qu'on soit tous rassemblés comme un seul homme. Et là, on voit une image qui poussait justement le ralliement pour pouvoir défendre l'Empire. Une autre image aussi qui intervient, et donc c'était suite aux premières vagues d'immigration, c'est la question du racisme. Donc on peut pousser la question du racisme, où là, on met en évidence déjà les premières tensions entre les personnes. Et on peut relever dans le discours « tous unis pour soutenir la lutte des travailleurs immigrés ». Et donc à ce moment-là, ce qui était mis en évidence, on personnifiait ces personnes comme étant d'abord des immigrés, avant même de les voir d'abord comme des musulmans, dont on sait par la suite que le marqueur religieux va prendre le dessus sur le marqueur ethnique. Donc si on poursuit sur le discours médiatique sur l'islam et les musulmans, et là il faut l'avoir à l'esprit, il y a également des mouvements politiques qui très clairement considèrent que l'islam est une menace, le font savoir, et donc eux également viennent alimenter ce discours sur la menace que constitue l'islam, avec des manifestations, mais on voit également des affiches, on peut pousser, des affiches non à l'islamisation, le Kosovo aujourd'hui, demain l'Europe, une représentation du monde arabe, on peut pousser, une représentation du monde arabe qui ferait que demain toute l'Europe serait musulmane, alors que si on continue à pousser et qu'on en revient
à des images issues de la documentation française, on se rend compte que les communautés musulmanes en Europe constituent une minorité. Et si on poursuit encore, on voit que même la différence entre la France et l'Allemagne sur la carte du monde n'apparaît même pas. Donc la menace dans les chiffres n'est pas là, mais en termes de menace supposée, elle est bien présente. Alors si on continue à pousser, une autre image d'un média, où là, c'est non plus est-ce que l'islam menace la République, mais est-ce que les religions menacent la République. Et donc, pour évidemment être le plus convaincant possible, on va jouer sur les symboles et on va représenter cette menace perçue par les religions par étant simplement une image qui met en avant la religion musulmane. Et donc ça aussi, dans le discours, au tout début, quand les communautés musulmanes sont venues, on interprétait l'attitude à avoir vis-à-vis d'eux comme étant l'attitude qu'on avait vis-à-vis d'autres communautés, et le comportement, on le transposait à ces communautés musulmanes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Sous l'angle de la menace, on va regarder les attitudes que l'on va prendre vis-à-vis de l'islam, que l'on perçoit comme étant quelque chose de dangereux, et ça va faire tache d'huile sur les autres religions. Et donc là, il y a vraiment une prise de conscience qu'aujourd'hui, certains qui voient dans la religion une menace, eh bien, ont trouvé la porte d'entrée pour faire aboutir leur discours, et ce sera la religion musulmane. Donc il y a évidemment d'autres cartographies des lieux de culte en France, dont là on nous montre que ces lieux de culte ne cessent d'augmenter, et donc bien évidemment ça vient accréditer la thèse de la menace, là où on pourrait voir tout simplement le fait de permettre aux musulmans de pratiquer dans la dignité, et de sortir de ce qu'on appelle l'islam des caves, qui était en fait un islam, une pratique qui n'était pas recensée. Si on poursuit, j'ai mis quelques dessins ou caricatures, on peut le voir comme on veut, mais qui traduisent vraiment cet état d'esprit, encore une fois. Donc un drapeau français dans un livre, et on dit tu sais ce que c'est ce drapeau rouge, blanc, bleu, et la personne pas très motivée, on va dire, dit ben oui, c'est le drapeau français avant la République islamique. Et donc là, encore une fois, cette idée de la menace, il faut vraiment que les musulmans prennent conscience que là où pour nous ça pourrait nous faire sourire, pour d'autres c'est vraiment quelque chose de conséquent, quelque chose de permanent qui revient à l'esprit et qui vient nourrir les peurs, véritablement. Donc un autre élément, évidemment, c'est cette représentation du musulman, de l'arabe, avec le fameux sabre qui va couper la tête à ceux qui font la politique de l'autruche, et dont on souhaiterait, si on continue à pousser, trouver le derrière symbolique dans lequel on pourrait botter à bon coup pour les mettre hors de chez nous. Et donc, toujours dans les fantasmes, le fait de voir demain dans l'Europe une grande entité qui ne serait régie que par l'islam. Et donc tout ça, ce sont des images qui viennent alimenter. Alors l'image suivante, je l'ai mise parce qu'on voit comment la symbolique est importante. Donc un monsieur représenté en tant que Français qui vient mordre à pleines dents dans un croissant, et dont on voit qu'en mordant dans le croissant, c'est en fait dans le drapeau turc. Et les caricatures ou les dessins traduisent parfois de façon très intéressante le discours que j'essaye de vous traduire. Et donc, derrière toutes ces images choquantes, j'en ai mis une un peu plus légère. C'est évidemment le fait que, devant toutes les peurs des gens, l'économique reprend ses droits. Et donc, en période de Ramadan, Carrefour ne se gêne pas de pouvoir mettre en avant des démarches publicitaires particulières qui, là, à ce moment-là, font de l'islam plus un vecteur de marketing qu'un élément qui vient nourrir les peurs. Alors, si on poursuit, c'est une image du Nouvel Observateur, et donc là aussi, devant la difficulté ou la complexité d'expliquer les problèmes liés au monde arabe, à l'Europe ou ailleurs, on va essayer de rassembler ça comme un tout et de montrer qu'en gros, on ne comprend pas très bien, mais tout ce qu'on comprend, c'est que l'islam est là derrière. Et donc, j'ai appelé ça analyse géostratégique parce qu'il y a une autre grille de lecture qu'une grille simplement religieuse que l'on pourrait avoir de ces faits-là. Et donc, si on pousse,
J'ai représenté, titre d'exemple, je ne prétends pas que c'est la seule grille de lecture que l'on pourra voir, les routes du pétrole pour les ressources en mer Caspienne, et dont on voit véritablement que sur toutes ces routes où pratiquement aujourd'hui on peut noter des conflits. Et donc on voit qu'au-delà d'un argument simpliste qui consiste à dire ce sont des musulmans, c'est pour ça que ça va mal, eh bien on voit qu'il y a quand même des intérêts géostratégiques dont nous devons savoir qu'ils existent, qu'ils sont bien présents, qu'on ne voit pas nécessairement à la télévision, ou en tout cas pas on pourrait peut-être plus y avoir accès dans la presse écrite, et qui viennent montrer toute la complexité de la compréhension des enjeux liés à ces régions, là où on voudrait les simplifier à outrance. Donc, en conclusion, j'ai essayé de trouver une image pour vous faire ressentir cette perception de l'islam et de tout ce que ça peut représenter. Et donc voilà celle que j'ai trouvée. C'est quelque chose de diffus que l'on imagine comme étant explosif, dont on ne voit pas très bien quel est le visage, mais on le voit suffisamment pour essayer de voir qu'il a une barbe, dont on voit qu'il prend une ampleur, dont on a l'impression qu'il suit un mouvement commun sans trop savoir qui est à l'origine. Et c'est vraiment ça, l'image que je ressens parmi des discours que l'on pourrait avoir sur des personnes qui sont réticentes. Et il faut l'avoir à l'esprit, il faut pouvoir le déconstruire, il faut pouvoir l'analyser, y répondre, parce que parfois il y a des arguments qui sont tout à fait pertinents et qui demandent des réponses tout autant pertinentes. Mais à côté de cela, il y a aussi toute une machine qui vient alimenter ce discours médiatique sur l'islam et les musulmans. Donc voilà pour la première partie. Oui, dernière chose peut-être, c'est cette représentation, encore dans l'idée de la menace, constamment faite dans des masses qu'on ne peut pas identifier, alors qu'on pourrait tout à fait représenter l'islam par sa plus simple expression, et donc des personnes faisant la prière, qui se tiennent debout, et pas nécessairement une représentation où ils sont prosternés, ou encore à côté de magazines qui représentent, on peut pousser, qui représentent des femmes en masse, unies comme un seul bloc, et bien une représentation plus personnalisée de la femme musulmane, on peut pousser, de la femme musulmane, en train de pratiquer simplement. On voit vraiment que le choix des images opère sur cette compréhension que l'on va avoir de l'islam et des musulmans. Et donc, ici même dans les médias en Belgique, les discours dans les journaux sont parfois nuancés. Je prends un exemple, le Vif l'Express. Il y a des études qui sont nuancées, mais on va y associer des photos qui, elles, sont vraiment de nature à susciter la peur. Et donc on voit qu'au-delà du discours, le choix des photos est également fondamental. Si on poursuit, c'est une question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas une vraie difficulté du journaliste, du média, à pouvoir, ce que j'appelle, restituer la profondeur du religieux? Et donc, c'est parti sur un constat, la fête du sacrifice qui vient chaque année pour les musulmans. Et quand on voit la couverture de la fête du sacrifice, on va voir qu'on montre parfois des photos de ce qu'il y a à la mosquée, puis tout de suite on va dans les familles et on s'arrête à des clichés qui relèvent plus de la culture marocaine, culture turque, culture somalienne peut-être, et pas vraiment à la profondeur du religieux. Et je me pose la question, mais comment les journalistes peuvent mettre en évidence cette profondeur du religieux dans un média qui, par sa propre définition, ne sait montrer que ce qui est visible. Or, la profondeur du religieux, par définition, c'est quelque chose qui est invisible. Et donc, c'est toute la difficulté du média, et ça, il faut que les musulmans le comprennent, de comment mettre en image, raconter en histoire quelque chose qui, par définition, ne sait pas être montré, imagé à la population. Et alors, cette image culturelle, elle est intéressante, elle montre la réalité des familles musulmanes et des communautés musulmanes, mais elle est aussi dérangeante parce qu'elle met en évidence que le bon islam, c'est l'islam culturel. C'est l'islam qui est pratiqué dans des familles, mais qui n'est pas pratiqué à 100%. Et donc, comment pouvons-nous mettre en évidence une image de l'islam qui est de l'orthodoxie religieuse, sans pour autant tomber dans le cliché culturel? Donc, voilà un peu une question qui est très importante et qui se pose également pour les autres communautés religieuses.
Et donc, un autre élément de la fête du sacrifice sur lequel on s'attarde, même si personnellement j'y vois pas l'intérêt, ce sont les bêtes égorgées, prêtes à être découpées. Et donc, je ne pense pas que quand on fait la fête de la Noël et qu'on mange la dinde, on a un plaisir fou à aller voir les bouchers qui vont égorger la dinde avant de la manger. Donc là aussi, il y a un choix des images dont on voit vraiment la différence selon les traditions religieuses. Donc j'ai mis deux images en dessous qui peut-être se rapprochent plus de ce que les musulmans aimeraient mettre en évidence au niveau de la profondeur du fait religieux. Ce sont des images tirées d'un reportage de RTL TVI, donc, qui a été fait par Adel Lassouli. Ils ont suivi des pèlerins qui sont partis à la Mecque. Et donc on voit de façon très simple des musulmans qui font des invocations, un homme, une femme qui lit le Coran. Et donc on voit que ces images, dans la simplicité, dans la personnalisation sur le parcours d'un individu, peut-être peuvent mieux traduire cette volonté de mettre en image l'islam et les musulmans que des clichés ou des éléments qui relèvent plus de quelque chose d'exotique. Alors, en ce qui concerne la restitution du fait religieux, j'ai voulu sortir vraiment de la logique simplement de la communauté musulmane pour aller voir ce qui se fait dans les autres communautés religieuses. Et donc, si on va voir dans les autres communautés, qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour les communautés juives, c'est exactement la même chose. On va les représenter en masse, on va les représenter en noir, faisant des choses dont on ne comprend pas très bien ce que c'est, puisque la religion, dans la compréhension médiatique, ne relève pas de la raison, et donc on ne voit pas vraiment le sens de leurs actions. Si on va voir, même dans des communautés qui ne sont pas religieuses, puisqu'ici ce sont les Basques, c'est cette même idée, on va les représenter en masse, une troupe menaçante dont on va devoir se méfier. Si on poursuit, donc dans les communautés hindoues, il ne faut pas croire, c'est exactement la même chose, cette volonté de représenter une exaltation religieuse qui est incompréhensible pour le commun des mortels ou pour celui qui n'utilise que sa raison. Et donc on voit que ce traitement du religieux par le média, en fait, il n'est pas propre à l'islam, mais il va s'opérer pour les communautés religieuses parce qu'il y a une vraie difficulté de représenter le religieux à l'écran. Si on poursuit, donc là aussi encore un séfarade, donc un juif qui brandit, encore une fois on met en avant l'exaltation religieuse. Si on poursuit encore, les communautés vaudou, donc là encore une fois on ne comprend pas trop ce qu'ils font, cette exaltation religieuse, on essaye de la montrer, mais pas vraiment pour la déchiffrer, c'est plus pour montrer qu'elle est incompréhensible. Et même au niveau des églises pentecôtistes, il en est de même. Donc je voulais sortir simplement d'une réflexion sur la communauté musulmane et les musulmans pour montrer qu'il y a des similitudes et le problème se pose exactement de la même façon pour les autres communautés. Alors venons maintenant en Belgique. Et donc en Belgique, j'ai essayé de prendre quelques photos qui donnent un peu une photographie. Donc il y a bien évidemment... Le PC a lâché. Donc je vais poursuivre ainsi. Donc il y a bien évidemment cet épisode sur le JT, enfin la météo qui avait été présentée par une personne dont on a assimilé son foulard à une burqa, dont on sait après que c'était une comédie qui relevait, le foulard se rapprochait plus de ce que mettent les Touaregs que véritablement les femmes en burqa. Évidemment en Belgique on n'échappe pas aux images de la CNN et autres, donc il faut aussi en tenir compte. Alors le Vif l'Express qui, avec cette couverture « Comment l'islam menace l'école » et dont on sait quand on ouvre le magazine que ça se transforme à « Comment l'islam gangrène l'école ». Donc là aussi cette idée de la menace, et là une menace assimilée presque à un virus. Donc c'est aussi un élément de l'islam, du discours médiatique sur l'islam en Belgique. Alors, quand je vous parlais justement des enquêtes qui, quand on les lit, sont nuancées, mais quand on voit la photo, on a directement le sens du vent, c'est cette première page du Soir Magazine qui met en évidence une enquête sous le voile, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, mais dont la photo, de facto, donne l'orientation de la discussion. Donc un autre élément sur le discours menaçant par rapport à l'islam et aux musulmans, c'est dans le conflit religieux. Et donc là, c'est une couverture du Vif l'Express sur le choc Jésus-Mahomet.
Et alors enfin, puisqu'il ne faut pas le nier, c'est une réalité, ça existe, ce sont ces affaires liées au terrorisme international qui viennent également nourrir cette image sur l'islam. Donc si on poursuit, on voit quand même qu'il existe des images que je dis positives sur la réalité de l'islam et des musulmans de Belgique. Et là, j'aimerais vraiment faire un arrêt sur la personne de Nabella Benaïssa, qui véritablement, et je l'ai noté en dessous, Nabella a donné à l'islam une image humaine et tolérante à tous les Belges. Les musulmans, je pense, ne perçoivent pas suffisamment l'impact de ce qu'il y a eu à cette époque-là. Donc c'était le meurtre de sa petite sœur, Loubna Benaïssa, par un pédophile qui était dans son entourage, de Rochette, si ma mémoire est bonne. Et donc elle a vraiment eu un combat. Le combat, elle l'a fait en tant que citoyenne. Elle portait son foulard, mais son foulard n'étant rien un frein aux actions qu'elle a menées. Les actions qui ont été menées avec l'ensemble de la société, puisque là, tout le monde était rassemblé devant cet idéal de justice par rapport à ces histoires de pédophilie. Et donc, c'est vraiment un des premiers jalons qui a pu mettre en évidence qu'il était possible d'avoir une image de l'islam et des musulmans qui ne soit pas constamment négative, mais qui mette en évidence des parcours citoyens. Et on voit que, je fais le parallèle, contrairement à ces masses menaçantes que l'on voit bien souvent en troupe, ici c'est vraiment un parcours personnel d'un individu qui a pu symboliser en sa personne à la fois cette identité citoyenne, cette volonté d'agir avec les autres familles en deuil, et en même temps cette facette de son identité qui était la religion musulmane, et en tout cas sa traduction, le fait de le rendre visible dans son apparence. Donc aujourd'hui, j'ai voulu mettre la photo, Nabella Benaïssa ne porte plus le voile, et donc ça c'est son choix, il faut pouvoir le respecter aussi. Mais en tout cas, elle a contribué à cette image sur l'islam et les musulmans. Elle n'est pas la seule, et donc si on continue, on voit qu'il y a eu une autre histoire, donc du côté flamand, c'était Naïma Amzil, dont le patron avait reçu des menaces parce qu'il aurait permis à son employé de travailler avec le voile. Et là, encore une fois, il y a eu cette démarche de dénoncer la justice, de le faire avec son patron, de ne pas tomber dans la victimisation. Et donc, il existe des images qui permettent de représenter l'islam et les musulmans, pas nécessairement de façon négative. Et on voit bien souvent que ça se personnalise dans des parcours d'individus. Donc, voilà ce que je voulais mettre en évidence. Et alors, pour terminer, puisque peut-être revenir avant, on voit lors de manifestations de la présence du roi des femmes en foulard qui viennent, souhaitent être présentes pour montrer justement le respect, d'abord qu'elles sont belges, et puis le respect qu'elles portent au symbole de l'État, à savoir le roi. Donc voilà, donc le tableau n'est pas entièrement négatif. Je pense qu'il est important de pouvoir mettre aussi en évidence ces bonnes pratiques ou ces cas positifs pour montrer que on n'a pas à polariser le discours ou à penser que tout est mauvais, mais il y a un vrai travail à faire pour essayer d'améliorer ce qui existe déjà. Donc dans la troisième partie, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. D'accord. Dans la troisième partie, là j'ai voulu prendre un peu le discours à rebrousse-poil en se disant, mais si cette image sur l'islam ne convient pas aux communautés musulmanes, que font les communautés musulmanes pour essayer de rétablir cette image qu'elles estiment biaisée ? Quel est l'investissement des communautés musulmanes pour justement dénoncer un article qui serait mal fait, tendancieux, promouvoir cette image qu'ils souhaiteraient voir davantage représentée à la télévision? Et donc, c'est important aussi de se remettre en question. Une image positive sur l'islam à la télévision ne vient pas naturellement. Et donc là, il y a un vrai travail autocritique qu'on doit faire vis-à-vis des communautés pour voir justement quelles sont leurs démarches. Donc j'ai mis quelques points, je vais les passer en vitesse. Donc premièrement, la première prise de conscience pour moi liée que devraient prendre les communautés musulmanes, c'est la situation nouvelle dans laquelle on se trouve ici en Belgique, à savoir des communautés, des personnes qui souhaitent, qui ont une aspiration à vivre conformément à leur foi, mais dans une société pour qui la foi n'a pas la même importance. Et donc ça, c'est la première chose. On pense que parce que la foi, c'est important pour nous, ça devrait l'être automatiquement pour l'autre. Ça n'est pas le cas.
Et donc il faut pouvoir expliquer toute cette dimension de ce que ça signifie croire en Dieu, avoir une pratique religieuse, vouloir traduire de façon visible son appartenance religieuse. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Deuxièmement, et là je le dis parce qu'on m'a demandé, pas de le dire, mais c'est quelque chose qui m'est parvenu souvent. C'est cette utilisation abusive des étiquettes racistes, islamophobes et je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est vrai que là, on peut dire que les musulmans eux-mêmes tombent dans les simplismes. On est dans un pays, il y a la liberté de pouvoir critiquer une religion, et critiquer une religion ne veut pas nécessairement dire promouvoir l'islamophobie en Belgique. Il y a des degrés au niveau de la critique, il y a des critiques qui sont constructives, il y a des critiques qui veulent remettre en question, et puis oui, il y a certaines critiques dont le seul but c'est de promouvoir la haine, et donc là, il y a la loi, il y a le droit qui intervient, et donc à ce moment-là, on règle ça sous l'angle du droit et de la justice. Mais il faut pouvoir accepter le fait que l'on mette en évidence des critiques liées à la présence de jeunes de confession musulmane dans les écoles, ou de critiques liées à une certaine partie de la communauté musulmane qui a une compréhension qui n'est pas celle qui permet le vivre ensemble. Ce sont des critiques qu'on doit accepter. Mais ce recours abusif à l'islamophobie ou au racisme, à mon avis, va se retourner contre les communautés, puisque selon l'histoire de Pierre et le loup, à force de vouloir crier au loup, quand on sera dans un cas avéré, réel, de racisme ou d'islamophobie, eh bien, on finira par ne plus nous croire, parce que le mot aura été utilisé à outrance. Donc là, c'est un élément vraiment sur lequel j'assiste. Et il faut le dire aussi, parfois on utilise le terme islamophobe parce qu'on n'est pas capable d'argumenter et de déconstruire les articles qui ont été écrits sur l'islam. Il est plus difficile de déconstruire un article et d'essayer de voir la logique en dessous et de la démonter, de venir avec des arguments chiffrés, des faits, que de dire simplement « oui, mais tu sais, c'est islamophobe, donc moi je ne regarde pas, et de toute façon, il ne nous aime pas, et puis c'est tout ». En disant ça, on n'a rien fait, et ça n'a pas résolu le problème. Donc j'ai voulu mettre aussi en évidence le choc, si je peux dire, entre d'une part ce discours fantasmé que j'ai présenté dans la première partie, et puis ensuite un discours des communautés qui lui est idéalisé. On va nous faire croire que oui, toutes les jeunes filles musulmanes portent le voile par choix, alors qu'on ne sait pas le cas, il faut pouvoir le dire. Mais à côté, si on avait une seule qui le portait par choix et à qui on ne permettrait pas d'aller à l'école, eh bien là, il faut pouvoir le dénoncer, c'est inacceptable. Donc, des réactions sommaires, orales, non suivies d'action, des réactions émotives. Donc là aussi, c'est souvent la façon dont on réagit vis-à-vis de ces articles. Et alors, j'ai mis exactement les mêmes préjugés vis-à-vis des médias. Et là aussi, c'est un élément sur lequel j'assiste et les musulmans doivent le prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le format médiatique. Donc, tout comme il est difficile pour les médias de pouvoir restituer la profondeur du fait religieux, les musulmans doivent comprendre que le média, il obéit à des codes, à des règles, et que ces règles, il faut pouvoir les connaître, que l'on ne peut pas, dans un JT d'une demi-heure, dans une interview de 2 minutes, mais parfois 30 secondes, faire passer 25 messages. Donc ce format médiatique, il demande véritablement une spécialisation des citoyens belges de confession musulmane sur comment faire passer le discours. Et là, il faudrait s'interroger combien vont dans les écoles apprendre les règles du journalisme, apprendre les règles de la communication pour pouvoir véritablement s'assurer que le discours passe bien. Donc le format médiatique demande un effort de la part des musulmans, tout comme le fait de pouvoir restituer la profondeur du fait religieux demande un effort de la part des médias. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà l'élément que je voulais mettre en évidence. Et alors, dans ce format médiatique, c'est comme toujours, si vous voulez que ça passe dans les médias, il faut une petite dose d'humour, il faut une phrase choc. Et là, on se rend compte que les musulmans sont à court de phrases choc, et en ce qui concerne l'humour, c'est pas toujours ça non plus. Et donc là aussi, il y a toute une préparation dans comment faire passer le message qui demande une spécialisation des études, et donc ce serait vraiment important de pouvoir s'investir dans ce domaine-là. On peut poursuivre rapidement. Donc concernant l'islamophobie, pour montrer qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait, j'ai voulu mettre rapidement des éléments qui ont été votés par l'Assemblée du Conseil européen et justement qui montrent on condamne l'islamophobie, il faut supprimer les obstacles juridiques administratifs à la construction d'un nombre suffisant de lieux de culte, donc on le met en évidence.
adapté à la pratique de la religion islamique, s'assurer que les manuels d'école ne donnent pas de l'islam une image hostile ou menaçante. Donc c'est qu'on a conscience qu'il y a cette image-là, et donc au niveau européen, on en tient compte. Encourager les projets informatifs sur la contribution de l'islam aux sociétés occidentales et surmonter les stéréotypes liés à l'islam. Donc là aussi, on sait que le problème est là-bas. Et alors, appeler les dirigeants et les personnalités qui influencent l'opinion à agir de façon responsable afin d'éviter d'encourager la discrimination, l'islamophobie. Donc ces personnes, j'en distingue deux, les médias et en tout cas les responsables politiques. On continue. Alors voilà, également sur le discours que les musulmans portent dans les médias, eh bien il y a ce qu'il ne faut pas faire, et donc là on ne peut pas nier non plus que ça n'existe pas. Ce sont ces discours qui montrent justement que l'islam va dominer le monde, etc., et que certains portent sans se rendre compte des dégâts qu'ils font. On poursuit. Au niveau du discours médiatique des musulmans, et donc là c'est vraiment une revendication que je souhaite porter au sein même des écoles, c'est la formation à l'esprit critique. Donc savoir comment on décode une image. Donc rapidement, bonne connaissance de la langue française, connaître la psychologie de l'univers culturel dans lequel on est, une bonne connaissance de ses propres positions idéologiques, une culture générale riche, savoir être au courant, s'informer des enjeux du moment, et donc des exemples très concrets, pouvoir lire un article, se mettre ensemble, décoder, réagir dans les rubriques courrier des lecteurs, et puis même si on n'est pas publié cette fois-ci, c'est pas grave, on a fait l'exercice, on le fait une prochaine fois. Donc tout ça, ce sont des bonnes pratiques que l'on doit généraliser au niveau des associations pour justement répondre à ce discours sur l'islam qui ne nous convient pas, et puis surtout dire pourquoi, c'est ça qui est important. Si on continue, donc j'ai bientôt fini, des émissions, donc tout n'est pas mauvais à la télévision, j'en pointe 3 ici. L'émission TV5 Monde qui s'appelle Kiosque, et donc c'est tous les dimanches à 17h, si ma mémoire est bonne. On réunit des journalistes de pays différents et on les fait commenter l'actualité. Et donc ça permet d'avoir des points de vue différents sur un même fait. Ça aussi, c'est de nature à développer l'esprit critique. Il y avait une émission Arrêt sur image, maintenant elle n'existe plus à la télévision, elle n'existe que sur Internet, mais là aussi, comme le dit le titre, Arrêt sur image, on essaye de décoder des images que l'on a vues pendant la semaine, que tout le monde a vues, et donc on essaye de voir ce qu'il y a en dessous. Ou alors, pour voir les enjeux géostratégiques, une émission que j'apprécie beaucoup, c'est Le Dessous des cartes, une émission de 5 minutes, mais qui vraiment met en évidence des enjeux géostratégiques liés à des pays de part et d'autre dans le monde. Alors des ouvrages, le fameux Attention Média de Michel Collomb, je l'ai lu et il est vraiment très bien fait, sur notamment les premiers médias mensonges de la guerre du Golfe. La propagande de guerre, savoir qu'elle existe, et donc Anne Morelli a écrit un livre qui s'appelle Principes élémentaires de propagande de guerre. Et alors l'opinion, ça se travaille, et donc le livre de Serge Halimi, Dominique Vidal, qui travaille au Monde diplomatique, et qui met en évidence notamment comment on peut orienter une opinion sur base des sondages, sur base de discours médiatiques, etc., qui les font aller dans le même sens. Rapidement, donc un exemple concret. Voilà, j'ai voulu prendre un exemple d'un article que l'on a eu à Verviers, là où je suis, qui ne nous convenait pas, et on a réagi dans la presse, et il a pu être publié. Peut-être revenir avant, voilà, juste là. Donc c'est un article pour les élections communales où on mettait en évidence les étrangers sont peu attirés par le scrutin. Et ces étrangers, on les a imagés par une jeune femme en foulard. Et donc si on continue, notre image dans le journal, seuls 1% des étrangers sont inscrits. Et qu'est-ce qu'on voit encore à nouveau? 2 femmes qui portent le foulard. Et donc cet article-là, sur le contenu, peut-être je n'ai rien à redire, mais la façon d'avoir mis en évidence une femme portant le foulard traduit l'idée que c'est parce qu'elle porte le foulard que l'intégration ne se fait pas. Et donc on a une personne à Verviers qui a réagi et qui a dit rapidement, ça a été publié, donc par cette image et surtout par le fait de représenter le caractère religieux de ces personnes, je pense que vous renforcez le préjugé et entretenez l'amalgame qui veut que l'affirmation du religieux par ces personnes soit perçue au regard du contenu de l'article comme un frein à l'intégration. Donc voilà un cas très concret où on a un article, peut-être le contenu n'était pas mauvais, mais en tout cas l'image traduisait totalement autre chose. Et donc on a eu une réaction, cette réaction a trouvé un écho médiatique. Et ça, il faut vraiment le multiplier.
Donc ça, c'est des initiatives vraiment que j'ai été prendre de l'autre côté, j'emploie deux et je terminerai par ça. Ce sont des initiatives qui mettent en évidence à la fois le fait d'être musulman et d'être américain. Et donc c'est l'association pour les relations américano-musulmanes aux États-Unis. Vraiment toute une série d'affiches publicitaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu peux cliquer plusieurs fois. Donc elles vont défiler sur, voilà, nous sommes de ce pays, nous avons une conviction religieuse et pour nous, ce n'est pas en contradiction. Et donc ce discours-là, il ne va pas venir naturellement dans les médias, il faut aussi que les communautés musulmanes puissent le structurer, le porter, le traduire dans des actions concrètes. Et alors le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, c'est aussi que les journalistes ne peuvent pas être spécialisés en tout. Et donc en Angleterre, ils ont créé ce qu'on appelle un guide médiatique qui a été fait par un journaliste, justement, et qui donne des clés de compréhension, justement, quand on veut approcher les communautés musulmanes pour faire un reportage. Voilà les différents faits qu'il faut connaître, voilà les erreurs à ne pas faire, et donc qui vient justement apporter une aide pour justement traduire le plus fidèlement possible l'actualité liée aux musulmans et à l'islam. Et donc des occasions manquées, parce que je crois aussi que nous ne sommes pas suffisamment proactifs, donc des faits très concrets. Obama a eu un discours au Caire, quid des associations musulmanes qui ont pris le temps de faire un communiqué de presse en disant « nous adhérons à ce discours, c'est un discours d'union, c'est un discours de rassemblement ». Bien souvent, on intervient plus quand l'image ne nous convient pas, alors que pour moi, on devrait intervenir tout autant quand l'image nous convient, ou en tout cas qu'elle va dans le sens d'un meilleur vivre ensemble. J'avais mis Malcolm X, donc des personnalités comme ça qui ont porté des combats pour les droits civiques. Ben, on sait qu'il y a chaque année, on fait bien la fête on fait bien la commémoration pour Martin Luther King. Pourquoi ne pas le faire pour lui ? Et enfin, des occasions comme le Ramadan, qui sont aussi des opportunités de mettre en évidence les activités des communautés musulmanes. J'en avais mis une dernière, on peut cliquer, donc voilà, est-ce qu'il existe des grandes manifestations annuelles des musulmans de Belgique qui sont aussi des vitrines, un peu comme ce que fait l'UOIF en France. Donc là, ça n'existe pas, ou pas suffisamment, et donc c'est aussi une réflexion à avoir. Pour terminer, je me suis interrogé aussi sur la façon dont les associations musulmanes se présentaient. Et donc on sait très bien que les organisations ici en Belgique, on se présente, on a un logo, on a une identité graphique, et donc qu'en est-il de cette identité graphique des associations musulmanes ? Et alors s'il vous plaît, je le dis comme ça, cessez avec ce croissant vert dont on ne sait plus dans quel sens il faut le retourner, etc. Je vais dire, c'est bon, on l'a vu, il ne représente pas plus l'islam qu'autre chose. Et donc, il est tout à fait possible de développer une identité graphique, on peut pousser, sur des associations qui ne se renferment pas uniquement au symbole que constitue le croissant. Donc voilà, ce sont des associations qui sont en Belgique, donc le Centre islamique, la Ligue des musulmans de Belgique, bon voilà, le CECIV, c'est l'association dans laquelle je suis à Verviers, le FEMISO, et dont on voit, si même parfois on peut imaginer un croissant, donc comme pour le logo du FEMISO, ça reste totalement léger. Et donc, en clin d'œil, on peut cliquer, la dernière photo, celle de France 24, dont on voit que le croissant n'apparaît pas plus, pas moins que celui qui est au-dessus. Et donc, on a besoin de pouvoir élaborer une stratégie de communication à l'attention des médias qui se traduit par une identité graphique, qui se traduit par des communiqués de presse qui sont faits de façon professionnelle. Et ça, on n'en a pas suffisamment perçu l'urgence. Si on poursuit, j'ai voulu terminer par ça, parce que pour moi, c'est symptomatique de ce que j'appelle une volonté de bien faire, mais qui ne prend pas toujours en compte l'imaginaire de l'individu qui reçoit l'image. Donc c'est une association turque qui a voulu représenter son logo de cette façon-là, donc qui se disait le bon mélange entre les deux, c'est le croissant, avec justement cette image de la Belgique. Mais en voyant ça, on ne sait pas trop si on doit avoir, je vais dire, une sympathie pour l'idée d'avoir réuni les deux, ou si plutôt c'est perçu comme la continuité d'une menace, parce qu'on se dit, ils vont nous avoir d'Ostende à Arlon, et donc comment allons-nous faire ? Et il y a vraiment une réflexion sur le choix qui est opéré, et voilà, je voulais vous soumettre ça à la réflexion. Donc l'association, c'est une association d'une mosquée, donc c'est le mouvement Milli Görüş. Et donc, on voit que, ben voilà, au niveau européen, ils n'ont fait que traduire fidèlement le logo qui existait déjà, mais qui, dans la façon dont il est présenté, est reçu en face
peut évidemment aboutir à des tensions. Et donc pour terminer, oui voilà, donc j'ai fait des recherches, on a vu qu'en France ils ont fait sensiblement la même chose et donc visiblement c'est un choix. Pour terminer, donc ce sont les conclusions. Premièrement, j'ai relevé ce que j'appelle trois préjugés réciproques. Le premier, c'est l'essentialisation réciproque. Ça veut dire que les médias ont parfois la tendance à rassembler les musulmans comme étant une entité qui réagit sous une même logique. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Mais d'un autre côté, les musulmans font exactement la même chose avec les médias, où ils imaginent que c'est une grande boîte qui est commandée par on ne sait qui, je ne sais où, et qui réagit selon la même logique. Or, on sait très bien que dans les médias, il y a des différences. Si je prends le monde diplomatique ou Voici, on se rend bien compte que le public n'est pas le même, que la qualité des écrits ne sont pas les mêmes. Et donc, on a un effort à faire sur, justement, décortiquer dans le monde des médias les différentes catégories. Deuxièmement, l'attribution du bon ou du mauvais rôle. Est-ce qu'on n'a pas, nous, au sein de la communauté, cette volonté aussi de se dire, ben voilà, celui-là je l'aime bien et celui-là je l'aime pas. Tout comme un peu les médias nous mettent en évidence les bons orateurs et ceux qu'on ne doit pas apprécier. En tout cas, je le ressens de cette façon-là. Et troisièmement, je l'avais mis en évidence, prendre en compte le format médiatique pour les communautés musulmanes et en contrepartie, au niveau médiatique, mieux saisir comment traduire la profondeur du fait religieux. Ensuite, en conclusion, j'ai mis le média a un rôle essentiel dans la perception, la représentation que je me fais de l'autre. Donc vous ne pouvez pas imaginer changer cette image que vous estimez biaisée sur la religion musulmane sans passer par le média. Ce ne sera pas possible. Et donc il faut savoir qu'il a un rôle majeur. Ensuite, le média contribue à la normalisation de la présence des musulmans de Belgique. Et donc qu'on le veuille ou non, il participe au fait de montrer qu'aujourd'hui l'islam est une réalité en Belgique. Donc le média possède des contraintes dont il faut tenir compte, donc en tout cas avoir une compréhension vis-à-vis de ces contraintes-là. Ensuite, la sensibilisation des musulmans au format médiatique et la professionnalisation des associations musulmanes doit être d'urgence approfondie. Et je crois que là, des initiatives visant à mettre sur pied des associations, c'est vraiment fondamental pour professionnaliser la communication que l'on a vis-à-vis des médias. Alors, dernière partie, derniers éléments de ma conclusion. L'analyse sociologique doit être privilégiée à l'analyse idéologique et il faut mettre en avant des individus afin de donner un visage à cet islam de Belgique. Donc, c'est ce que j'avais mis en évidence avec notamment Nabila Benaïssa et Naïma Hamzil. C'est, au lieu d'avoir une grille de lecture idéologique que l'on a souvent au niveau international, bon, maintenant un peu moins, j'espère, il faut privilégier l'analyse de terrain qui, elle, impose une grille de lecture sociologique et qui permet de ne pas tomber dans ces fantasmes d'un islam fantasmé, justement. Et alors, une façon peut-être de pouvoir mettre en évidence quelque chose de plus réel, c'est vraiment de le traduire à travers des parcours d'individus plus que des discours généraux. Et enfin, la difficulté des médias à restituer la profondeur du fait religieux et donc le fait de passer sur le culturel ou de diminuer cette dimension religieuse, donc ça a été dit. La nécessité de former les jeunes à la critique des médias et à l'accès des médias alternatifs, donc ça aussi c'est fondamental. Je pense que ça passera par les jeunes, ce travail sur les médias, ou en tout cas les jeunes dans la mesure où, ayant grandi ici, ils comprennent mieux l'univers dans lequel ils sont. Et alors, besoin de développer une culture du débat et de la stimulation de l'esprit critique et autocritique, car il y a des préjugés mutuels. Je pense que c'est bon. L'action locale est le meilleur moyen de commencer, et donc il ne faut pas nécessairement viser les hautes sphères. Parfois, c'est vraiment au niveau local, comme l'exemple que je vous ai montré sur l'article de presse, qui permet de faire ses armes, comme on dit. Voilà, donc au lieu de maudire l'obscurité, comme dit le proverbe chinois, allumons plutôt la bougie. Et donc en conclusion, nous sommes toutes et tous des porteurs de messages médiatiques, des médias en tant que tels. Et donc voilà, je vous remercie.